Et si l'avenir du Burkina Faso se jouait autour d'un tubercule humble, presque invisible, longtemps considéré comme un aliment de misère? Imaginez une patate douce, orange, modeste, mais bientôt érigée en symbole national, point de départ d'une révolution agricole, sanitaire, économique et politique. En l'an 2025, le pays lance le projet Sweet Future. 2000 hectares de patates douces plantées à travers le Sahel. Première étape d'un pari audacieux qui pourrait bien changer la face du Burkina Faso et pourquoi pas, inspirer tout un continent. Ce projet n'est pas né d'un coup de tête. Il s'inscrit dans une histoire longue, faite de famines à répétition, de sécheresse, de crises alimentaires et d'une dépendance chronique aux importations et à l'aide internationale. Depuis les années 70, le Burkina Faso, comme tant d'autres pays sahéliens, a connu des cycles de crise où le manque de vivres a conduit à l'exode, à la précarité, à la perte de confiance en l'agriculture. Il y a eu la grande sécheresse de 1973, puis celle de 1984, qui ont laissé des marques indélébiles sur le pays. Aujourd'hui, le souvenir de ces drames plane encore sur les villages, mais aussi une volonté farouche de ne plus jamais dépendre de l'extérieur pour se nourrir. Pourquoi miser sur la patate douce, un légume longtemps relégué au second plan? La question traverse les marchés, les champs et les réunions de village. Certains évoquent le souvenir du coton, dont la filière fut jadis captée par des intérêts étrangers, laissant de nombreux paysans dans la pauvreté, otages des fluctuations du marché mondial. D'autres se souviennent de la période du maïs, lorsque l'État encourageait à coups de subventions une monoculture qui, face à la sécheresse, s'est révélée vulnérable et coûteuse. La patate douce, elle, recèle des atouts insoupçonnés. D'abord, sa richesse nutritionnelle, la variété orange contient jusqu'à 10 fois plus de vitamine A que le riz. Dans un pays où la carence en vitamine A touche encore des centaines de milliers d'enfants, provoquant cécité, maladie et mortalité précoce, cette simple donnée change la donne. Les nutritionnistes l'affirment. Une portion quotidienne de 100 grammes suffirait à éliminer en quelques années la plupart des cas de malnutrition infantile. Cela n'est pas qu'une promesse sur le papier. Des essais menés au Ghana et au Mozambique ont déjà permis de réduire la carence de moitié en 5 ans, grâce à l'introduction massive de la patate douce orange dans les cantines scolaires et les foyers. Mais ce n'est pas tout. Sur le plan de la productivité, la patate douce est un caméléon. Elle s'adapte à des sols pauvres, résiste à la sécheresse et offre des rendements impressionnants. Lors des premiers tests au Burkina Faso, les chercheurs ont observé des rendements pouvant atteindre 12 tonnes par hectare, alors que le maïs dépasse rarement 3 tonnes dans des conditions similaires. Pour un agriculteur, cela signifie la possibilité de tripler, voire de quadrupler ses revenus, tout en utilisant moins d'eau. Un exemple frappant, dans le village de Boulssa, une coopérative a réussi à passer d'une maigre récolte de 2 tonnes de sorgho à plus de 8 tonnes de patates douces sur la même parcelle, tout en réduisant de moitié la consommation d'eau grâce à des techniques d'irrigation au goutte-à-goutte. Sur le plan écologique, les avantages sont tout aussi saisissants. Le feuillage épais de la patate douce protège le sol de l'érosion, retient l'humidité et ralentit considérablement la désertification. Là où le mil et le sorgho laissent la terre à nu après la récolte, la patate douce crée un couvert végétal protecteur. Des images satellites des parcelles pilotes du projet Sweet Future montrent une baisse de la température du sol de près de 6 degrés Celsius en pleine saison sèche, un effet crucial dans la lutte contre la dégradation des terres. Ajoutez à cela un facteur économique décisif. Chaque tonne de patates douces produite localement, c'est autant de riz, de blé ou de maïs que le pays n'aura pas à importer. Selon les économistes, si seulement 10% des terres arables du Burkina Faso passaient à la patate douce, l'économie nationale économiserait chaque année l'équivalent de 100 milliards de francs CFA en importations alimentaires. Cet argent pourrait alors être réinvesti dans les routes, les écoles, les dispensaires. Pour autant, la révolution annoncée ne va pas de soi. Le pari est risqué. Les doutes sont nombreux. La patate douce saura-t-elle vraiment résister à la sécheresse sahélienne? Les aquifères, déjà fragiles, supporteront-ils le pompage intensif nécessaire à l'irrigation de dizaines de milliers d'hectares? L'histoire regorge d'exemples où des cultures miracles se sont transformées en cauchemars.
la banane en Amérique latine, le coton au Sahel, le maïs transgénique en Afrique du Sud. Derrière ces défis techniques, une question cruciale. Qui contrôlera la filière? Le projet Sweet Future se veut inclusif, porté par des coopératives locales, mais déjà les investisseurs étrangers, les négociants, les multinationales de l'agroalimentaire s'intéressent au dossier. Ils proposent des financements rapides, du matériel agricole, des débouchés à l'export. Mais leur présence fait ressurgir de vieux fantômes. Celui du coton, dont le contrôle a échappé aux paysans burkinabais, ou encore celui du cacao en Côte d'Ivoire, où la richesse du sol a surtout profité aux sociétés étrangères. Face à ces enjeux, les villages s'organisent. Dans la région de Kaya, des groupements de femmes ont créé des micro-entreprises pour transformer la patate douce en farine, en chips, en purée, en biscuits pour les cantines scolaires. À Ouaïgouya, un collectif a mis en place une banque de semences locales pour préserver l'autonomie des producteurs face aux semenciers internationaux. Ces initiatives montrent que la souveraineté alimentaire ne se construit pas seulement dans les champs, mais aussi dans les ateliers, les marchés, les écoles, partout où la valeur ajoutée peut être captée localement. Mais les obstacles restent immenses. Le stockage, d'abord, la patate douce est fragile, elle pourrit rapidement si elle n'est pas conservée au frais. Dans de nombreux villages, faute de silos adaptés ou de frigos solaires, jusqu'à 30% des récoltes sont perdues chaque saison. Un paysan de la région de Fadan-Gourma raconte « Nous avons récolté 5 tonnes, mais sans solution de stockage, 2 tonnes sont parties à la poubelle. » Pour y remédier, certaines ONG expérimentent des caves traditionnelles enterrées, inspirées des greniers à igname du Bénin, ou encore des chambres froides alimentées par panneaux solaires, mais ces innovations restent marginales faute de financement. Le transport constitue un autre casse-tête. Les routes rurales, souvent impraticables pendant la saison des pluies, transforment chaque trajet en épopée. Lors des fortes inondations de 2023, des tonnes de patates douces sont restées bloquées dans les villages, faute de camions tout-terrain ou de ponts solides. Sans infrastructure moderne, la promesse de la patate douce risque de rester lettre morte. La transformation industrielle, elle, en est à ses balbutiements. Il n'existe à ce jour que 3 usines capables de transformer la patate douce à grande échelle dans tout le pays. Résultat, la plupart des tubercules sont vendus bruts, à prix cassé, et la plus grande part de la valeur ajoutée échappe aux producteurs. C'est une situation qui rappelle le destin du cacao ou du café dans d'autres pays africains. Le produit brut part à l'étranger, la transformation et les emplois se font ailleurs. La richesse fuit le territoire. L'irruption des investisseurs étrangers accentue la pression. Des sociétés venues d'Asie proposent des contrats d'achat exclusifs sur 15 ans, promettant des prix garantis et la prise en charge des coûts de production. Sur le papier, cela semble inespéré. De l'argent frais, la certitude d'écouler toute la récolte. Mais les anciens se souviennent du mirage du coton, qui a enrichi les sociétés d'exportation tout en maintenant les paysans dans la dépendance. Un chef de village témoigne. On nous promettait la prospérité avec le coton. Aujourd'hui, nos enfants partent chercher du travail en ville. L'environnement, lui, n'est pas en reste. Pour irriguer 20 000 hectares de patates douces, il faut puiser dans les nappes phréatiques, déjà fragilisées par les forages pour l'eau potable. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Si l'exploitation devient trop intensive, le niveau des nappes pourrait baisser de 20 cm par an, mettant en péril l'approvisionnement en eau de dizaines de villages. On se souvient de l'exemple du lac Tchad, dont la superficie a fondu de 90% en 50 ans à cause de l'irrigation intensive et du changement climatique. Au-delà des chiffres, ces enjeux nourrissent d'intenses débats dans les villages, les médias, les instances politiques. Certains voient dans la patate douce une chance unique de briser le cercle vicieux de la dépendance et de la pauvreté rurale. D'autres craignent un nouveau mirage, où la richesse générée par la terre profiterait surtout aux acteurs les plus puissants, laissant les petits producteurs à la marge. L'histoire récente de l'Afrique regorge de tels dilemmes. On pense à l'Éthiopie, qui a misé dans les années 2000 sur la fleur coupée pour l'exportation. Un secteur florissant,
mais qui a asséché les lacs et marginalisé les petits paysans. Ou encore au Sénégal, où la ruée vers l'arachide a fini par épuiser les sols, rendant la région impropre à toute autre culture pendant des décennies. Au Burkina Faso, la question devient brûlante. Comment éviter les pièges du passé tout en saisissant l'opportunité historique qu'offre la patate douce? Faut-il ouvrir la filière aux capitaux étrangers, au risque de perdre la maîtrise de la production? Ou bien miser sur l'autonomie locale, quitte à avancer plus lentement mais en gardant le contrôle sur la terre, la transformation et la distribution? Face à ces interrogations, des scénarios opposés se dessinent. Premier scénario. La victoire de l'indépendance. Imaginons que les coopératives rurales prennent le leadership. Elles s'organisent, forment leurs membres, investissent dans des unités de transformation locale. De petites usines voient le jour dans chaque province, créant des milliers d'emplois stables. L'exode rural ralentit. Les jeunes restent au village, attirés par la perspective d'un avenir meilleur. Les écoles intègrent la nutrition à base de patates douces dans leurs cantines et, en 5 ans, la carence en vitamine A chute de 80%. L'argent économisé sur les importations de riz et de blé permet de financer de nouveaux dispensaires et des projets de reboisement. Le Burkina Faso devient un modèle pour le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, qui lancent à leur tour des projets similaires. Une ceinture verte de patates douces se forme à travers l'Afrique de l'Ouest, freinant la progression du désert, restaurant la fertilité des sols et assurant la sécurité alimentaire régionale. Mais ce scénario exige un effort colossal. Il faut former des milliers de techniciens agricoles, créer des filières de financement adaptées aux petits producteurs, instaurer des lois qui protègent les terres et la production nationale. C'est un chemin difficile, semé d'embûches, qui exige une volonté politique sans faille et une mobilisation de la société civile. Deuxième scénario. L'ouverture totale aux multinationales. Les capitaux étrangers affluent, les contrats d'exportation sont signés pour 15, voire 20 ans. Les multinationales installent leurs propres unités de transformation, fixent les prix, contrôlent la distribution. Les coopératives locales deviennent de simples fournisseurs, perdant le pouvoir de négocier. Les profits s'envolent vers l'étranger, les terres sont exploitées jusqu'à l'épuisement, et la population reste dépendante des fluctuations du marché mondial. En cas de chute des cours, la filière s'effondre, laissant derrière elle des villages appauvris et des terres dégradées. On assiste à une répétition des erreurs du coton et du cacao, où la richesse créée par la terre ne bénéficie que marginalement aux populations locales. Entre ces deux extrêmes, des voies intermédiaires existent. Des partenariats peuvent être noués avec des investisseurs responsables, à condition de garantir la priorité à la transformation locale, à la formation des jeunes et à la préservation des ressources naturelles. Des clauses peuvent être introduites dans les contrats pour protéger les terres contre la spéculation et garantir un prix minimum aux producteurs. Au Ghana, une initiative similaire autour de la patate douce a permis de créer un label « Produit local » valorisé sur les marchés régionaux et internationaux, offrant ainsi aux agriculteurs une meilleure rémunération tout en protégeant l'environnement. Mais pour que la révolution de la patate douce profite réellement au Burkina Faso, des mesures concrètes doivent être prises dès maintenant. Première étape, renforcer les coopératives paysannes. Cela passe par la formation, l'accès au crédit et l'accompagnement technique. Dans la région des Hauts-Bassins, une ONG a lancé un programme de mentorat qui a permis à 25 jeunes femmes d'apprendre la transformation de la patate douce en farine, en chips et en purée. Grâce à ce savoir-faire, elles ont quadruplé leurs revenus en 2 ans et servent aujourd'hui de modèles à d'autres villages. Deuxième étape. Investir massivement dans les infrastructures. Cela signifie construire des routes praticables toute l'année, des entrepôts frigorifiques, des centres de transformation alimentaire. À titre d'exemple, au Kenya, l'installation de chambres froides solaires a permis de réduire de moitié les pertes post-récolte en quelques années. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de ce modèle en adaptant la technologie aux réalités locales. Troisième étape, valoriser la patate douce au-delà du simple tubercule. Il s'agit de développer des produits à haute valeur ajoutée,
farine enrichie pour la boulangerie, snacks pour les écoles, purée pour les hôpitaux, boissons énergétiques, voire même des cosmétiques à base d'extraits de patates douces. Chaque étape de transformation crée de nouveaux emplois et augmente la part de richesse captée localement. Quatrième étape. Lancer un plan de préservation environnementale. Cela implique de réglementer l'usage de l'eau, de promouvoir des techniques d'irrigation économes et de restaurer les sols avec des cultures associées, comme le niébé ou les légumineuses, qui fixent l'azote et améliorent la fertilité. Au Niger, des projets de 2001, ces micro-barrages en terre qui retiennent l'eau de pluie, ont permis de reverdir des milliers d'hectares en moins de 10 ans. Cinquième étape. Renforcer la vigilance citoyenne. Cela signifie exiger la transparence sur les contrats, refuser les accords léonins et impliquer la société civile dans la gestion des terres et des filières agricoles. L'exemple du mouvement Y en a marre au Sénégal, qui a mobilisé les jeunes contre la corruption dans la gestion du pétrole, prouve que la mobilisation citoyenne peut peser sur les choix politiques. Enfin, il s'agit de construire des alliances régionales. Pourquoi ne pas imaginer une coalition sahélienne de la patate douce? Mutualiser les recherches, négocier ensemble les prix sur les marchés africains et mondiaux, défendre une marque commune. L'Union européenne l'a fait avec le label « Appellation d'origine contrôlée » pour ses vins. L'Afrique peut en faire autant pour ses tubercules. Mais l'échec reste possible. Si le Burkina Faso rate cette transformation, le risque est grand de voir le rêve s'évanouir, de sombrer à nouveau dans la dépendance, la précarité et la fuite des richesses. Les exemples abondent. Au Cameroun, la ruée vers le palmier à huile a provoqué la déforestation et l'accaparement des terres, sans véritable bénéfice pour les populations locales. Au Zimbabwe, la réforme agraire mal préparée a plongé le pays dans la crise alimentaire. Tout se joue maintenant. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Le temps presse avant que les enjeux ne lui échappent. La balle est dans le camp des Burkinabés, mais aussi des décideurs, des jeunes, des femmes, de la diaspora. Car la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, sillon après sillon, à force de courage, de vigilance et d'innovation. En l'an 2029, la patate douce marquera-t-elle l'acte final de la souveraineté burkinabé, ou le moment où l'espoir aura été monnayé? Le choix appartient à tout un peuple, mais aussi à chacun d'entre nous, à tous ceux qui croient qu'un avenir différent est possible. Car le miracle n'est pas dans le tubercule lui-même, mais dans la capacité d'un pays à transformer ses ressources en dignité, en prospérité, en fierté collective. Le futur du Burkina Faso, son identité économique, sa dignité nationale, et le modèle qu'il offre à l'Afrique tout entière, dépend de ce qui se décide maintenant. D'un côté, l'audace, une agriculture réinventée, des milliards de francs CFA économisés chaque année, des villages qui renaissent, une génération d'enfants affranchis de la malnutrition. De l'autre, la tentation des contrats étrangers, le risque de perdre la maîtrise de la terre et le spectre d'une dépendance renouvelée, masquée sous des discours écologiques et des marchés mondiaux imprévisibles. En misant sur la patate douce, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à remplir les assiettes. Il tente de tracer une voie nouvelle vers l'indépendance, la résilience, la dignité. Mais face à la pression des investisseurs, à la fragilité des infrastructures et aux incertitudes écologiques, une question persiste. Qui récoltera, au final, le fruit de cette transformation? Les coopératives locales, l'État ou des intérêts extérieurs déjà à l'affût? L'enjeu est immense. Si le pari est gagné, le Burkina Faso deviendra une référence. Le pays qui aura transformé un tubercule négligé en pilier de sa souveraineté, de sa santé publique et de son économie rurale. Mais l'histoire africaine regorge de projets détournés, d'espoirs collectifs sacrifiés au profit de quelques-uns. La vigilance citoyenne, l'engagement des communautés et la transparence seront cruciaux pour que Sweet Future ne sombre pas dans les erreurs du passé. En 2029, la patate douce sera-t-elle le point de départ d'une ère d'autonomie et de prospérité, ou le basculement vers une nouvelle forme de dépendance? Le choix appartient à tout un peuple, mais aussi à vous, à nous, à tous ceux qui croient qu'un autre avenir est possible. Car la souveraineté ne s'impose pas, elle se construit chaque jour, à la sueur et à la lucidité de chacun. Le Burkina Faso se tient à la croisée des chemins. Il lui reste peu de temps avant que les enjeux ne glissent hors de son contrôle.
C'est aujourd'hui qu'il faut veiller, débattre, agir, pour que la patate douce devienne un symbole de résilience et non une nouvelle désillusion. L'Afrique observe, le monde attend. Et vous, de quel côté serez-vous lorsque l'histoire